Bienvenue sur Dr X, la chaîne dédiée à l'anatomie humaine pour les étudiants en médecine. Ici, chaque structure, chaque système est décrit avec précision, rigueur et méthode. Pas de simplification inutile, uniquement des explications claires basées sur la terminologie médicale. Si tu veux maîtriser l'anatomie comme un futur professionnel de santé, abonne-toi et approfondissons ensemble. Le système digestif. Le système digestif est l'ensemble des organes dont la fonction principale est la transformation et l'assimilation des aliments. Dans ce cours, nous allons explorer en détail le trajet complet de l'alimentation, depuis l'ingestion jusqu'à l'assimilation des nutriments. Nous commencerons par décrire chaque segment du tube digestif, étape par étape, pour comprendre comment chaque organe participe à la digestion. Tout d'abord, nous verrons le parcours des aliments à travers le tube digestif. En suivant son chemin depuis la bouche jusqu'à l'anus, ce trajet se divise en plusieurs parties et chaque section du tube digestif, de l'oropharynx à l'estomac, puis à l'intestin grêle et enfin au gros intestin, sera analysée dans ses particularités anatomiques. Ensuite, nous nous pencherons sur les annexes du tube digestif, comme les dents, les glandes salivaires, foie, le pancréas et bien d'autres, et en expliquant leur rôle dans le processus de la digestion. Enfin, nous conclurons avec une vue d'ensemble de l'appareil digestif et de la manière dont il transforme et assimile les aliments. La digestion débute lorsque la nourriture est absorbée par la bouche et qu'elle est mélangée à la salive et mâchée. Les structures de la cavité buccale agissent conjointement pour dégrader les aliments et constituer une masse appelée le bord alimentaire. Lors de la déglutition, la langue s'élève vers le toit de la bouche et dirige le bord alimentaire hors de la cavité buccale. Le bord alimentaire s'achemine vers l'oropharynx, puis vers le pharynx et enfin vers l'œsophage. Des contractions musculaires involontaires, les mouvements de péristaltisme, acheminent le bord alimentaire le long de l'œsophage, puis dans l'estomac. Ces mouvements de péristaltisme poursuivent la dégradation mécanique des aliments dans l'estomac. La nourriture digérée, mélangée aux enzymes digestives et aux acides sécrétés par l'estomac, porte le nom de chyme. Seule une petite partie de l'absorption des nutriments a lieu dans l'estomac, mais la majeure partie de ce processus se produit lorsque le chyme s'achemine dans les différentes sections de l'intestin grêle. Les parois de l'intestin grêle sont tapissées de structures absorbant les nutriments issus du chyme, puis les transférant dans la circulation sanguine. Une partie de l'absorption se produit dans le gros intestin. Le reste de la chyme non absorbée par les villosités constituera le bol fécal. Au fur et à mesure que ces déchets indigestibles cheminent à travers les structures du gros intestin qui y sont compactés, l'élimination de ces déchets achève le processus de digestion. La cavité buccale est la première portion du tube digestif. Cette cavité est délimitée par 6 parois anatomiques distinctes. La paroi supérieure constituée du palais dur et mou, la paroi inférieure formée par le plancher buccal, les 2 parois latérales constituées par les joues et la paroi antérieure représentée par les lèvres. La paroi postérieure de la cavité buccale mène à l'isthme du Grossier, une structure anatomique qui marque la transition entre la cavité buccale et le pharynx. Le pharynx, qui est un conduit musculo-membraneux, est constitué de 3 régions, le nasopharynx, l'oropharynx et le laryngopharynx. L'oropharynx, qui est l'objet actuel de notre étude, est la portion du pharynx directement en relation avec les cavités buccales. Et c'est au niveau de cette zone que le bol alimentaire, après avoir été mastiqué, mélangé à la salive, est dirigé vers l'œsophage. L'oropharynx joue un rôle clé dans le mécanisme de déglutition, car il permet, grâce à la coordination musculaire, de fermer les voies respiratoires par la contraction des muscles du larynx et la fermeture de la glotte, dirigeant ainsi les aliments vers l'œsophage tout en préservant leur passage dans la trachée. Ce processus est essentiel pour assurer une déglutition sécurisée et garantir l'isolement des voies respiratoires. L'œsophage est un conduit musculo-membraneux mesurant environ 25 à 30 cm.
reliant le pharynx à l'estomac et animé de mouvements péristaltiques permettant la progression du bol alimentaire. L'œsophage est composé de 3 portions. Une portion cervicale située derrière la trachée s'étendant de la vertèbre cervicale C6 au niveau du cartilage circoïde jusqu'à la première vertèbre thoracique. Une portion thoracique traversant le médiastin postérieur, il descend jusqu'au diaphragme. Et une portion abdominale, une courte portion qui traverse le hiatus œsophagien du diaphragme et se termine au niveau du cardia, où il s'ouvre dans l'estomac. La paroi de l'estomac est constituée de 4 couches principales, chacune ayant un rôle précis. La première, la muqueuse, est la couche interne, en contact direct avec les aliments. Son épithélium est stratifié pavimenteux, non kératinisé, ce qui signifie qu'il est formé de plusieurs couches et cellules plates résistantes au frottement, mais sans kératine. Sous cette muqueuse se trouve la sous-muqueuse, une couche riche en vaisseaux sanguins, nerfs et fibres élastiques, ce qui donne à l'œsophage une certaine extensibilité. On y trouve aussi des glandes œsophagiennes qui sécrètent du mucus pour lubrifier la paroi et empêcher les irritations dues au passage des aliments. Ensuite vient la musculeuse, responsable du péristaltisme, c'est-à-dire les contractions qui poussent les aliments vers l'estomac. Elle est composée de 2 couches musculaires, une couche circulaire interne qui serre l'œsophage pour propulser les aliments vers le bas, une couche longitudinale externe qui raccourcit l'œsophage pour faciliter le déplacement du bol alimentaire. Une particularité de l'œsophage est que sa portion supérieure est composée de muscles striés volontaires, ce qui permet un contrôle initial de la déglutition. Sa portion inférieure, en revanche, est constituée de muscles lisses involontaires qui prennent le relais pour faire descendre les aliments automatiquement. Entre les deux, on trouve une zone mixte où ces 2 types de muscles coexistent. Enfin, la couche externe de l'œsophage dépend de sa position dans le corps. Dans la partie thoracique, il est recouvert d'une adventice, une couche de tissu conjonctif qui le fixe aux structures environnantes. Dans la partie abdominale, il est entouré d'une séreuse, une fine membrane issue du péritoine qui protège l'œsophage et réduit les frottements avec les organes voisins. Ceci est à noter. Certains auteurs ajoutent une 5e couche, la sous-séreuse, située entre la musculeuse et la séreuse, adventice. Elle est constituée de tissu conjonctif las et sert de transition entre la musculeuse et la couche externe. L'estomac est un vaste réservoir musculeux extensible interposé entre l'œsophage et le duodénum. L'estomac constitue le segment initial du tube digestif sous-diaphragmatique. Il est surtout exploré par l'endoscopie. C'est un organe thoraco-abdominal qui se projette sur l'hypocondre gauche et sur l'épigastre. Son orifice supérieur, le cardia, est situé à gauche de la 11e vertèbre thoracique. Son orifice inférieur, le pylore, est situé à droite de la première vertèbre lombaire. Elle se divise en plusieurs parties distinctes. Le fundus, la partie supérieure, stocke le gaz et est en contact avec le diaphragme. Le corps, la portion principale, est le site majeur de la digestion chimique et mécanique. L'antre pylorique, une zone de transition avant l'évacuation du contenu gastrique. Le pylore, qui contrôle le passage des aliments vers le duodénum. L'estomac présente 2 courbures bien distinctes qui lui donnent sa forme caractéristique en J. La grande courbure, située sur son bord gauche et inférieur, est la partie la plus longue. La petite courbure, plus courte, est située sur le bord droit et supérieur, est un point d'attache essentiel pour les structures environnantes. Sur cette petite courbure est visible un angle appelé incisure angulaire, qui est beaucoup plus visible sur cette image. Elle marque la transition nette entre le corps et l'antre pylorique. En plus de l'incisure angulaire, l'estomac présente un autre angle appelé l'incisure cardiale, ou bien même angle œsogastrique, ou bien même angle de His. Ces structures
participe à la dynamique des mouvements gastriques et à la régulation du reflux. L'estomac est suspendu dans la cavité abdominale par des replis du péritoine appelés omentum. Le grand omentum, encerclé en bleu, descend en tablier devant l'intestin grêle et joue un rôle de protection et de stockage des graisses. Le petit omentum, encerclé en vert, se divise en deux parties. Le ligament gastro-hépatique, qui est ici la zone coloriée en bleu et qui relie la petite courbure de l'estomac au foie, et le ligament hépatoduodénal qui relie le foie à la partie proximale du duodénum. Cette partie contient des structures vasculaires majeures comme la veine porte. L'estomac est entouré par le péritoine viscéral sur toute sa surface, sauf au niveau de la face postérieure du fundus, aussi appelée la grosse tubérosité, et du cardia. Cette partie postérieure de la grosse tubérosité, non recouverte par le péritoine viscéral, est la liaison par le ligament gastrophénique entre l'estomac et le diaphragme. Le pylore est un sphincter. Un sphincter est un épaississement de la couche musculaire circulaire interne. Lorsqu'il est fermé, il empêche le passage prématuré du chyme vers l'intestin. Lorsqu'il s'ouvre, il libère progressivement le contenu gastrique pour une digestion optimale dans le duodénum. L'estomac est vascularisé à partir du tronc coïliaque, qui est une collatérale directe de l'aorte abdominale. Le tronc coïliaque donne naissance à trois branches principales, l'artère gastrique gauche, l'artère splénique et l'artère hépatique commune. Le tronc coïliaque donne d'abord l'artère splénique qui suit un trajet rétrogastrique longeant le bord supérieur du pancréas avant d'atteindre l'arête qu'elle vascularise. Comme représenté sur l'image, la partie distale de l'artère splénique et une partie de sa portion médiale passe derrière l'estomac, ce qui réplique son trajet rétrogastrique. Le tronc coïliaque donne ensuite l'artère gastrique gauche qui vascularise l'estomac en venant du côté gauche. Elle se dirige vers la petite courbure de l'estomac, où elle forme un demi-cercle en s'anastomosant avec l'artère gastrique droite non encore visible sur l'image. Enfin, la dernière collatérale du tronc coïliaque est l'artère hépatique commune. Elle donne naissance à l'artère gastro-duodénale, puis après cette bifurcation, elle change de nom pour devenir l'artère hépatique propre, qui se divise en branches droite et gauche pour irriguer la foie. Avant d'atteindre le pédicule hépatique, l'artère hépatique propre donne l'artère gastrique droite, qui s'anastomose avec l'artère gastrique gauche pour former l'arcade artérielle de la petite courbure. Ensuite vient la formation du cercle artériel de la grande courbure, qui résulte de l'anastomose entre l'artère gastro-omentale gauche, qui est une collatérale directe de l'artère splénique, l'artère gastro-omentale droite, qui est une collatérale directe de l'artère gastro-duodénale. Et pour finir, il est important de noter que chaque cercle artériel donne naissance à des rameaux gastriques, qui sont visibles sur cette image uniquement sur la face antérieure de l'estomac. Et les rameaux issus de la grande courbure s'étendent dans le grand omentum.